Le président du Venezuela kidnappé par les États-Unis et Donald Trump qui a des visées sur le Groenland. On a ici la doctrine d'Unruh en action. Mark Carney était en Chine et à Davos en Suisse, il a livré un discours où il a expliqué que l'ordre mondial basé sur les règles est terminé. C'est de tout ça dont on va discuter aujourd'hui à cet épisode de Parti pris. Je pense que c'est indéniable qu'on vit à une époque de grands bouleversements mondiaux. On a eu 3 semaines complètement folles à l'échelle mondiale. Et c'est de ça qu'on va discuter aujourd'hui. Puis évidemment, le podcast Parti pris vise à faire ressortir les intérêts de classe qui sous-tendent les enjeux de la politique mondiale. Et que devrait en penser la classe ouvrière, les travailleurs? Ça devrait être quoi la position des travailleurs par rapport à tous ces enjeux-là? Donc, grosse discussion aujourd'hui. Je suis avec Benoît Tanguay du comité exécutif du PCR. Salut Benoît, content de te revoir sur le podcast. Parle-nous-en, un gros 3 semaines. Ouais, ça a été un gros début d'année, effectivement, avec, c'est ça, le kidnapping du président du Venezuela, Maduro, le 3 janvier par les États-Unis dans une opération absolument renversante. C'est à peu près sans précédent et absolument scandaleux. Ouais. Depuis ce temps-là, les États-Unis ont essentiellement pris le Venezuela comme une colonie, hein, faut le dire. Le Venezuela est maintenant à peu près une colonie des États-Unis, alors que les États-Unis contrôlent les revenus du pétrole, décident qu'est-ce qu'ils font avec. C'est littéralement, ils contrôlent le compte de banque dans lequel les revenus du pétrole vénézuélien rentrent. Puis c'est ça, essentiellement, c'est là la source du budget du gouvernement vénézuélien. Donc, ils peuvent dicter toutes les conditions au gouvernement vénézuélien. Donc, c'est vrai. Alors, déjà avec ces événements-là, dans les journaux, on parlait, tout le monde disait « il y a un nouveau mot qui est réapparu dans les journaux libéraux, hein, le mot impérialisme. » Ouais. On parle d'impérialisme. Ils viennent de se réveiller sur le fait que les États-Unis sont une puissance impérialiste. Ouais, on ne sait pas où est-ce qu'ils étaient quand les États-Unis ont envahi l'Irak et l'Afghanistan. Mais bon, ça, c'est une autre question. Mais donc, déjà, ça a commencé extrêmement, extrêmement fort comme année. Mais après ça, on a eu d'autres développements assez rapides. On a eu les menaces d'annexion du Groenland par les États-Unis. En fait, je dis les menaces, mais c'est pas rien que les menaces. Ils ont dit ouvertement, les États-Unis, Trump a dit oui, on va prendre le Groenland. C'est une certitude. Jusqu'à aujourd'hui, à son speech à Davos, il n'était même pas clair qu'il n'allait pas envahir le Groenland. Aujourd'hui, il a finalement rajouté la possibilité de le faire, encore qu'avec Trump, on ne sait jamais. Et c'est en train de... Donc, ces deux événements-là, les menaces d'annexion du Groenland et l'attaque sur le Venezuela, c'est en train de foutre la chienne à tous les gouvernements de l'hémisphère ouest, essentiellement, alors que les États-Unis ont affirmé on parle de la doctrine d'Unruh, c'est-à-dire les États-Unis ont dit, l'hémisphère ouest nous appartient, on fait ce qu'on veut là-dedans. Puis ils parlent même ils sont même maintenant en train de dire que le Canada est dans leur mire en ce moment. Il y avait ce tweet de Trump, soit sur Twitter ou sur Truth Social, je me rappelle plus. Il discute avec des gens, puis il y a une carte de l'Amérique du Nord où le Canada compte il y a le drapeau américain sur le Canada et le Groenland. Ouais. Bon, c'est sûr, le Canada, c'est pas le Groenland, mais juste pour revenir deux mots sur le Venezuela, t'as dit c'est scandaleux, puis effectivement, c'est absolument scandaleux, mais c'est pas l'impression que t'aurais si tu te contentes de lire les déclarations des politiciens canadiens et québécois, qui se sont tous agenouillés devant les États-Unis. Chaque tweet, chaque déclaration de politiciens québécois ou canadiens commençait par « le régime de Maduro était terrible ». Puis dans le cas de QS et du NPD, évidemment, ils dénonçaient un peu l'action américaine, surtout QS.
à leur honneur, disons-le. Mais tous les autres, c'est « Ah, nous appelons respect du droit international », alors qu'une violation tellement évidente du droit international vient tout juste de se passer sous leurs yeux. T'sais, c'était d'une couardise sans nom. Ouais. Mais t'as mentionné la doctrine d'Unruh. Puis je pense que c'est important de prendre ces événements-là puis de les replacer dans leur contexte, en fait. Parce que c'est... Il y a deux trucs. Il y a beaucoup de gens qui disent que... mais qui ont l'impression que c'est sorti de nulle part, puis ce l'est dans un sens. Ça donne cette impression-là. On se réveille le 3 janvier, à peine remis du jour de l'an. Pouf, le président vénézuélien est capturé et kidnappé. D'où ça sort, tout ça? Ça semble sortir de nulle part. Mais non, ça sort pas de nulle part. Puis il y a une logique. Les gens disent c'est fou, mais il y a une logique à cette folie, en fait. Puis ça, on la trouve dans notamment le document de stratégie de sécurité nationale, le National Security Strategy, que les États-Unis ont publié en novembre dernier. Puis ça, c'est un document vraiment fascinant parce que c'est l'administration Trump qui présente son jeu et qui dit, j'ai le document ici quelque part, oui, c'est ça, ça dit dans le document que pendant trop longtemps, les États-Unis ont cru que le monde entier leur appartenait essentiellement, qu'ils devaient faire la police partout dans le monde. Puis quand on essaie de tout prioriser, il n'y a rien qui est priorisé. T'sais. Puis il dénonce même dans le document ce qu'ils appellent les Forever Wars, c'est-à-dire d'aller au Moyen-Orient puis se lancer dans des guerres qui finissent plus. Puis le document affirme explicitement que c'est le temps pour les États-Unis de se concentrer sur l'hémisphère occidental, comme tu as dit, et aussi d'avoir une stratégie qui vise à repousser, comment ils disent, les puissances non hémisphériques de l'Amérique. Ouais. Ça peut seulement vouloir dire deux personnes, deux entités, la Chine et la Russie. Donc c'est dans ce contexte-là qu'on peut comprendre la capture du président Maduro, c'est-à-dire, et ils en parlent aussi ouvertement, d'ailleurs, ils disent « Ah, c'est un narcotrafiquant et tout ça ». Là, les États-Unis font même plus semblant que c'est ça l'accusation, ils disent « Non, on veut prendre le pétrole et on ne veut plus qu'il y ait de régime défavorable aux États-Unis dans les Amériques ». Donc c'est clair comme le jour, on a à peine besoin d'analyser, c'est-à-dire le gouvernement Trump, ils expliquent qu'est-ce qu'ils font, que c'est une question de sécurité nationale pour les États-Unis. Et c'est la même chose quand on arrive au Groenland. C'est-à-dire le Groenland, c'est un endroit stratégique important près de l'Arctique ou en Arctique. Et avec notamment les changements climatiques, la fonte des glaces, ça ouvre des possibilités de corridors commerciaux. Et la Russie et la Chine sont évidemment, eux aussi, présents en Arctique. Donc, du point de vue des intérêts étroits de l'impérialisme américain, il y a une logique à prendre le Groenland. Ça ne veut pas dire qu'on est d'accord, évidemment. On a d'ailleurs été les premiers à s'opposer au coup d'État au Venezuela. On s'oppose à ce qui se passe au Groenland. Mais il y a une logique derrière ça qu'il faut expliquer. Ouais, puis je pense, pour rajouter un peu de contexte aussi, il faut voir que d'où ça sort cette idée de rejeter la présence d'acteurs non hémisphériques. Ça vient du fait que depuis plusieurs années, la Chine et la Russie ont une présence accrue en Amérique latine en particulier. Les pays d'Amérique latine, je pense que ils ont tous des relations commerciales très fortes avec la Chine. C'est maintenant, je pense, le principal partenaire commercial, au moins d'une majorité de pays d'Amérique latine. Évidemment, la Russie a des liens, ou avait des liens très forts avec Cuba, avec le Venezuela. La Chine était le principal acheteur du pétrole vénézuélien. Mais ça va plus loin que ça. La Chine a par exemple, s'est mis à entraîner la police nationale d'une série de pays d'Amérique latine. Ils ont des accords de sécurité un peu, ils commencent à établir des accords de sécurité avec une série de pays d'Amérique latine. Et donc, essentiellement, ce que voient les États-Unis, c'est que leur principal rival sur la scène mondiale est en train d'avoir un pied à terre dans ces pays-là. On peut parler aussi du cas du canal de Suez, où est-ce que jusqu'à récemment, c'est une compagnie chinoise qui avait... Le canal de Panama, tu veux dire. Pardon, le canal de Panama, oui, qui jusqu'à récemment... il y avait une compagnie chinoise qui avait des forts... des parts contrôlantes ou des parts dans les compagnies qui contrôlent
le canal de Panama. Puis là, les États-Unis les ont comme forcés à vendre leur part dans le canal de Panama. Mhm. Et donc, on voit un bras de fer sur la présence en Amérique, dans l'hémisphère ouest essentiellement. Mais c'est un des traits distinctifs de notre époque, en fait. C'est-à-dire, il y en a qui appellent ça le monde multipolaire, ou la fin d'un monde unipolaire où les États-Unis dominent la planète. En fait, depuis la chute de l'URSS, c'est essentiellement ça le monde qu'on avait. C'est un monde dominé par les États-Unis, et ils le savent, et ils se comportent comme tels, croient qu'ils peuvent entrer dans n'importe quel pays, prendre les ressources, renverser des gouvernements. C'est ce qui les a amenés à la guerre en Irak, la guerre en Afghanistan, avec un désastre d'ailleurs, ça a coûté des milliards de dollars. Et ça fait 1 million de morts en Irak. Oui, aussi, c'est ça. Et ça a tué des milliers de troupes américaines aussi. Puis ça a amené une grosse frustration aux États-Unis contre ces guerres interminables-là. Mais là, ce qui est absolument indéniable, c'est la montée de la Chine comme une puissance non seulement capitaliste. Le capitalisme, pour tout ce qu'on entend sur PSPP qui parle d'une méchante dictature communiste, ça n'a rien à voir avec le communisme, ce qu'on a en Chine. Non, c'est les relations capitalistes qui dominent les entreprises, les banques. Et non seulement capitaliste, mais impérialiste, c'est-à-dire contrôler des zones d'influence ailleurs dans le monde, extraire des ressources, renvoyer des produits finis, tout ça. Donc, il y a cette montée du conflit entre la Chine et les États-Unis qui se reflète dans ces grands événements-là. Puis peut-être un truc à dire sur la doctrine d'Unruh, on devrait peut-être l'expliquer aussi, l'espèce de jeu de mots qu'il y a ici, là, c'est-à-dire c'est dans le document de stratégie que j'ai mentionné tantôt, il parle d'un corollaire Trump à la doctrine Monroe. Puis la doctrine Monroe, c'est ça, c'était la doctrine initiée en 1823, si je ne me trompe pas, aux États-Unis, qui était de dire l'Amérique appartient aux Américains. Puis à l'époque, c'était présenté comme un truc quasiment anticolonial, c'est-à-dire contre les puissances coloniales européennes, de les sortir des Amériques, puis que les États-Unis allaient protéger notamment l'Amérique du Sud, l'Amérique centrale. Mais donc, c'est comme faire revivre cette idée-là, mais à une époque complètement différente, de dire, c'est notre cour arrière, puis vous n'avez rien à faire ici. Ce qui est un message, comme j'ai dit, dirigé envers la Russie et la Chine. Mais donc, c'est ça qu'on voit en ce moment. Puis aussi, c'est intéressant de voir... Trump est un drôle de personnage, parce qu'il peut combiner les pires mensonges avec les vérités les plus crues, en fait. Des mensonges complets sur Nicolas Maduro et le narcotrafic et tout ça, mais après ça, une honnêteté sans pareil sur ce que l'impérialisme américain veut faire. C'est complètement fou. Puis il dit, Stephen Miller, le chef de cabinet adjoint de la Maison-Blanche, il disait qu'on vit dans un monde gouverné par la force, gouverné par le pouvoir. Il dit les choses comme elles sont. Ça a toujours été comme ça. Mais là, ils le disent ouvertement. Puis n'importe quel analyste lucide le sait très bien. Puis sur le cas du Groenland, il y avait Jean Charest notamment, le fameux... Notre ami Jean Charest qui disait une entrevue à Le Québec maintenant, il disait, en toute honnêteté, si Trump veut prendre le Groenland, personne ne peut l'en empêcher. Puis c'est vrai. Peut-être un truc à dire aussi là-dessus, c'est que le Canada se retrouve pris entre le marteau et l'enclume, en fait. Puis on le voit aussi dans la... c'est ça qui explique aussi la couardise de leur réaction au coup d'État au Venezuela. Ils ne veulent pas déplaire aux Américains. Puis sur le Groenland, ils jouent les équilibristes. Ils disent, ce qui arrive au Groenland, c'est une décision qui appartient au Groenland et au Danemark. D'ailleurs, le Danemark le Groenland est une colonie du Danemark, c'est pas bien mieux. Mais après ça, ils songent à envoyer des troupes au Groenland en appui aux puissances de l'OTAN qui veulent envoyer le message à Donald Trump que le Groenland appartient au Danemark. Puis il n'a pas encore, au moment de la discussion, au moins aujourd'hui, Carney n'a pas encore accepté l'envoi de troupes au Groenland, mais on voit comment il est pogné entre les deux, en fait. Puis, mais la doctrine d'Unruh aussi, ça met en lumière ce que tout le monde savait déjà aussi, c'est que la relation entre le Canada et les États-Unis sera probablement plus jamais la même. Puis il y a une reconnaissance que les États-Unis, c'est pas l'allié protecteur du Canada comme il l'était par le passé. Puis je pense que c'est ça qui explique aussi la visite de Carney en Chine cette semaine. Fait que je pense qu'on devrait parler un peu de ça, parce que ça aussi, c'est un événement extrêmement significatif. Donc, veux-tu nous expliquer un peu ce qui s'est passé dans cette rencontre-là, à Beijing? Oui, c'est ça. Carney a rencontré Xi, puis là, ils ont signé ils ont fait un accord
où est-ce que, essentiellement, c'est un retour au statu quo, essentiellement. C'est ça qui c'est présenté comme une espèce de gros truc, mais en réalité, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce qui a provoqué cette visite-là, c'est que la Chine avait imposé des contre-tarifs sur le Canada en matière de canola, qui a particulièrement affecté les provinces de l'Ouest, Les prairies, les prairies, c'est ça, qui sont des grosses productrices de canola, mais aussi des tarifs sur le porc, sur le bœuf, sur les fruits de mer, les petits pois. Puis, parce que c'était en représailles au fait que le Canada avait imposé des tarifs de 100% sur les véhicules électriques. Fait qu'ici, on a un peu... Ce qu'on voyait, c'est qu'on avait des intérêts contradictoires. La Chine est allée mettre un peu est allée écarteler les provinces canadiennes, l'Ontario contre les provinces de l'Ouest et contre les provinces de l'Atlantique qui sont productrices de fruits de mer. Mais bref, c'est en train de créer des conflits au sein du Canada. Alors, les provinces des prairies demandaient que Carney aille régler le problème essentiellement, aille négocier avec la Chine pour mettre fin aux tarifs sur le canola particulièrement. Mais ça faisait chier un peu l'Ontario parce que l'Ontario essaie de développer une industrie du véhicule automobile. Véhicule électrique. Du véhicule, électrique. Ils ont mis des millions de dollars, des centaines de millions de dollars dans le développement d'une industrie du véhicule électrique. Le Québec aussi, d'ailleurs, on l'a vu avec le... Ils ont essayé. Ils ont essayé, ils ont mis 1 milliard dans Northvolt, qui a été un échec. Ils ont mis des millions dans Lion Électrique, qui a été un échec aussi. Mais bref, Carney a vu essentiellement que cette industrie du véhicule électrique-là était en train d'échouer. Il est allé en Chine, puis il a dit, bon, on laisse faire l'industrie du véhicule électrique, on va sauver les provinces des prairies à la place. Puis c'est ça, il a négocié cet accord-là. Mais ce que ça représente sur le plan des relations internationales, c'est que Carney a vu que le Canada est écrasé s'est fait imposer des tarifs par les États-Unis, se fait menacer par Trump, puis il est en train de voir qu'il faut qu'il aille mettre ses œufs dans d'autres paniers, essentiellement. Qu'il ne peut pas juste reposer sur l'économie canadienne sur les États-Unis, parce que le Canada a des relations, une relation auparavant qu'on disait privilégiée avec les États-Unis. C'est 75% des exportations canadiennes qui vont vers les États-Unis. Alors, il essaye de répartir ses œufs, faire des accords commerciaux avec d'autres pays. Alors, il est allé en Chine. Après ça, il est allé au Qatar. Je pense qu'il est allé en Indonésie ou quelque chose. Il prévoit y aller. Il prévoit aller en Indonésie, c'est ça, pour essayer de... Fait que là, il a dit qu'il allait doubler les exportations canadiennes vers la Chine. Mais puis en filigrane de tout ça, il est comme en train de dire, même à son speech à Davos, on va y revenir, mais il a dit qu'il a parlé d'une rupture avec l'ancien monde, dans le sens une rupture avec une situation où est-ce que le Canada était un peu comme le petit frère des États-Unis. Mais ce qu'il faut dire, c'est que c'est un peu une lubie, là. C'est un peu exagéré. La Chine, ça représente 4% des exportations canadiennes. Alors, même s'ils doublent les exportations canadiennes vers la Chine, à 8. ça fait pas grand-chose par rapport aux 75% vers les États-Unis. Fait que, puis non seulement ça, mais on est dans une situation où est-ce que le Canada est en train de... l'accord commercial avec les États-Unis puis le Mexique est dû pour être renouvelé, je pense, en juillet ou en juin. Puis il risque de... Tout ça, ça risque de faire chier les États-Unis, pardonnez mon langage, mais de rendre les États-Unis pas très contents. Alors,
ça pourrait mettre en danger les négociations avec de l'accord commercial. Et donc, ce qu'on voit, c'est que les États-Unis, le Canada est un peu pris entre l'arbre et l'écosse en ce moment. Ouais, puis je pense que, effectivement, ça révèle 3 choses essentiellement. Je dirais, le premier, c'est ça. C'est comme tu as dit, le fait que le Canada essaie de ne pas compter sur les États-Unis autant qu'ils l'ont fait jusqu'à présent. C'est quand même fou de penser que historiquement, le Canada, c'était quoi? C'était-tu Jean Chrétien qui disait on est le plus meilleur pays du monde? Mm-hmm. C'est vrai que c'est pas vrai, mais le point, c'est que le Canada a pu développer, je dirais, a profité du meilleur d'être le voisin des États-Unis Mm-hmm. sans avoir les pires aspects du capitalisme américain. Mm-hmm. Il y a un système de santé universel, contrairement aux États-Unis, un filet social beaucoup plus développé. Mm-hmm. Fait qu'on a profité du marché américain aussi pour le développement de des entreprises Mm-hmm. canadiennes, québécoises et autres, sans avoir les pires contre-coups du système. Puis, fait que là, cette relation privilégiée avec les États-Unis est en train de se transformer en son contraire, en fait. C'est devenu une source d'immense faiblesse pour le capitalisme canadien. Fait que dans un sens, je pense, du point de vue étroit des intérêts capitalistes canadiens, ils n'ont pas le choix de se tourner un peu vers la Chine, en fait. Ouais. Après des relations tendues sous Justin Trudeau et tout ça. Puis ils avaient suivi les États-Unis. C'était les États-Unis qui avaient initié les tarifs de 100% sur les véhicules électriques chinois. Puis Trudeau a fait « OK, ouais, moi aussi. » Puis là, il les abandonne. Le deuxième point, c'est ce que tu as dit, comment je dirais, les fissures dans la Confédération canadienne. Parce que chaque province, le Canada est évidemment un pays extrêmement provincial. C'est pas juste le Québec et la question nationale, c'est très important. Mais toutes les provinces ont leurs propres intérêts. Puis c'est ça, les tarifs sur les véhicules électriques chinois ont été répondus par des tarifs sur le canola. Puis je pense que c'était le premier ministre de Saskatchewan qui disait « Pourquoi nous on fait les frais de tarifs pour une industrie qui n'existe pas encore en Ontario, tu sais. » Fait que c'était absurde. Mais donc, ça reflète les tensions au sein même du Canada qui vont pas aller en diminuant, en fait. Puis le troisième point, c'est que ça confirme, ça illustre la montée de la Chine, la montée inexorable de la Chine. Puis même Carney, dans son discours à Beijing, il disait qu'en matière de véhicules électriques, on doit apprendre de la Chine. C'est drôle parce que la Chine était historiquement un pays extrêmement opprimé, exploité par l'impérialisme au 19e siècle, au début du 20e siècle. Il y a une révolution en Chine en 1949 qui a établi un État assez particulier, c'est-à-dire où le capitalisme a été renversé, mais avec une poigne de fer du soi-disant Parti communiste. Il y a eu un graduel retour au capitalisme, notamment depuis les années 90. Puis là, la Chine est en train de monter comme une puissance industrielle majeure. Puis là, c'est qui enseigne quoi à qui. Le Canada veut exporter des matières premières en Chine et recevoir des produits finis. Là, je veux juste être clair, je suis pas en train de dire que le Canada est une colonie des États-Unis ou est un pays exploité par la Chine, mais c'est intéressant. C'est une reconnaissance que la Chine est une puissance et que le Canada a besoin de la Chine. Mais d'ailleurs, l'inverse, c'est pas vrai. Le Canada, c'est 40 millions de personnes. C'est pas un énorme marché pour la Chine. Fait que tout ça, c'est extrêmement intéressant. Puis je pense que tu as souligné un point important dans le sens de quel impact ça va avoir sur la relation avec les États-Unis. Il y a un des membres de l'administration Trump qui a dit le Canada a le droit de faire ça, mais ils vont devoir vivre avec les conséquences. Donc, on verra. Il y a des gens qui ont interprété ça comme étant pas une menace, mais dire vous allez voir ce que ça fait parce que ce qui soulève, c'est essentiellement que le danger, c'est que le marché canadien soit envahi de produits manufacturés très pas chers chinois, là, parce que les Chinois sont les plus efficaces en matière disons, un secteur manufacturier extrêmement avancé, très, très efficace. Puis, si c'est clair que si tu compares l'industrie du véhicule automobile, du véhicule électrique chinois, puis il y a à peu près rien au Canada. Là. Il y a une usine à Ingersoll en Ontario qui fait des camions, puis ces camions-là sont vendus à 46 000 US au minimum, alors que la Chine produit des camions à comme 15-25% moins cher que ça. Puis sinon, il y a une usine de batterie. Puis il y avait
les usines de Lion Électrique au Québec qui sont un fiasco complet. Mais tout ça pour dire que ce que les États-Unis craignent, c'est essentiellement que les voitures chinoises arrivent sur le marché américain, puis ces voitures-là sont produites moins chères, plus efficacement, sont de meilleure qualité, puis ils craignent que ça vienne détruire leur marché. Mais puis je pense qu'il y a une petite parenthèse, il y a quelque chose d'absurde là-dedans. C'est une des absurdités du capitalisme, que le danger, c'est qu'un produit soit trop efficacement produit. Que ce soit pas cher. Ça soit pas cher, que ça prenne, autrement dit, que ça prenne pas assez de temps à faire, que ça soit fait c'est trop de haute qualité, c'est trop efficace dans la production. Non, il faut on veut des produits qui sont mal faits, de mauvaise qualité aux États-Unis. Ben, ouvrons la parenthèse, parce que ça, c'est un point important sur la nature de notre époque, c'est-à-dire le retour du protectionnisme. Ça fait longtemps que ça dure, là. C'est pas juste avec Trump, là. Même sous Biden, il y avait le Inflation Reduction Act, qui n'avait rien à voir avec l'inflation, là. Il y avait tout à voir avec des mesures protectionnistes contre l'Europe, notamment. Mais donc, on vit à une époque du montée du protectionnisme, qui est une absurdité, en fait. C'est ce que tu as dit, c'est protéger notre industrie moins performante, moins productive, versus les industries plus productives de d'autres pays. Puis ça souligne l'absurdité du système capitaliste. Parce que le libre marché a détruit des bons emplois, a détruit des communautés, et le protectionnisme, c'est détruire le pays adverse, produire moins efficacement, que ça va coûter plus cher aux consommateurs, aux travailleurs. Donc ça souligne l'absurdité du système. On n'a pas à choisir entre les deux, en fait. on a tout ce qu'il faut pour une industrie, une économie mondiale pleinement intégrée qui produit les nécessités de la vie le plus cheap possible, c'est-à-dire le plus efficacement possible, le plus productivement possible. Donc ça souligne l'absurdité du système, en fait. Oui, puis sans cette perspective socialiste-là, que ce que ça prend, c'est une économie planifiée qui nous permettrait de réduire, que l'efficacité dans la production nous permette de réduire la journée de travail, d'orienter la production en fonction de nos besoins, puis pas en fonction des profits. Sans cette perspective-là, ça mène à des points de vue absolument absurdes. Puis je pense qu'on a eu un exemple vraiment clair autour de ce débat-là sur la visite de Carney en Chine, où est-ce que une des personnes qui s'est le plus s'opposée le plus vigoureusement à cet accord-là, c'est Lana Payne, la présidente de Unifor, qui est le plus gros syndicat au Canada, qui représente... C'est le plus gros syndicat du secteur privé, ça c'est certain. Ouais. Qui représente donc des travailleurs de l'automobile en Ontario. Puis elle a fait le tour des émissions de radio, tout ça, pour parler, puis pour défendre, pour dire « il faut s'opposer à cet accord-là, il faut... puis, parce que ça va... détruire les jobs qui n'existent pas encore dans le véhicule automobile, dans le véhicule électrique. Mais au bout du compte, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle s'est faite la porte-parole de GM, la porte-parole de Stellantis, des entreprises automobiles qui veulent protéger leur part de marché sur le marché du véhicule en Amérique du Nord. Donc, puis ça revient à ce que je pense... Je ne sais plus si c'était Marx ou Engels qui disait ça, que souvent sous le capitalisme, les dirigeants syndicaux finissent par devenir les lieutenants ouvriers du capital, un peu. C'est ça le rôle qu'elle joue. Quand elle adopte, avec l'adoption d'une perspective capitaliste essentiellement ou réformiste, qu'elle accepte le cadre du capitalisme, ça fait en sorte qu'elle abandonne toute perspective indépendante de classe, puis elle en vient à adopter le même discours que les patrons de l'automobile. Non, c'est assez incroyable. Puis il y a des syndicats en Ontario qui appuient Doug Ford, en fait, parce que Doug Ford prend le bord des travailleurs ontariens, tout ça, c'est grotesque, là, tu sais. Puis
Non, c'est ce qu'on appelle la collaboration de classe, puis de faire confiance aux grandes entreprises puis au gouvernement canadien qui vont défendre les bons travailleurs canadiens et québécois. Puis c'est d'une absurdité, ça n'a jamais arrivé. Puis d'ailleurs, il y a déjà des milliers d'emplois qui ont disparu juste depuis l'arrivée de Trump au pouvoir, sans que le gouvernement lève le petit doigt. Fait qu'on ne peut pas leur faire confiance. Juste pour être clair, l'usine qui produit des voitures, des vannes électriques à Ingersoll, l'usine Cami de GM. Elle va fermer. Elle est en train de fermer en ce moment. Ouais. Avant, les tarifs étaient en place, là, ça n'a pas protégé l'usine. Ouais. Mais en fait, moi, quand tu commençais à parler, je pensais que tu allais ouvrir une autre parenthèse. Tu m'as surpris en parlant de l'Anna Payne, on a bien fait d'en parler, mais je pensais que tu allais parler de PSPP et du PQ, parce que leur position sur ce qui s'est passé avec la visite de Carney en Chine, elle est intéressante. Fait qu'on peut peut-être faire juste une petite parenthèse là-dessus. Le contraste est intéressant d'ailleurs, sur le Venezuela, la position du PQ tenait à un tweet de Pascal Paradis qui était comme « Nous en appelons à un respect du droit international ». C'est comme « OK, donc est-ce que vous vous opposez au coup d'État au Venezuela ?» Non, évidemment, c'était le plus minimaliste possible. Mais là, sur la visite de Carney en Chine, ils montent sur leurs grands chevaux. Une dictature totalitaire qui fait de l'ingérence dans nos élections. On peut revenir là-dessus. Là. Ça a été prouvé qu'il y avait à peu près rien, là, à part peut-être aider des personnes âgées à aller se présenter au bureau de vote. Fait que bref, une dictature totalitaire communiste, pourquoi Carney se rapproche de ça? Puis j'ai écouté la conférence de PSPP, il dit c'est pas le moment de faire ça avec les négociations qui approchent sur l'accord commercial entre le Mexique, les États-Unis et le Canada. Puis, mais ce que PSPP il dit autour de ça, c'est intéressant. Il dit notre loyauté, elle commence par le reste du Canada et les États-Unis. Puis il disait, ça c'était plutôt cet automne, il dit si on joue au plus fort avec les États-Unis, puis on commence à jouer avec des pays dont les intérêts géopolitiques sont directement opposés à ceux des États-Unis, moi je pense qu'on se met les pieds dans les plats. Notre avenir, il est régional. Nous sommes un bloc régional avec le Mexique et les États-Unis. Puis il dit aussi que dans un Québec indépendant, le Canada, c'est un partenaire naturel. C'est intéressant parce que il a raison dans un sens. C'est évident, il y a la géographie, puis c'est-à-dire l'infrastructure industrielle qui existe, est intimement liée aux États-Unis. Puis on ne peut pas renverser ça. En fait, ça, c'est un des points importants. Ça ne peut pas vraiment être renversé pleinement. Mais c'est fascinant de voir que des leaders souverainistes essaient d'être plus à la botte des États-Unis que le Canada. C'est assez... je dirais pas jusqu'à dire surprenant, là, mais ça en dit long sur ce serait quoi la souveraineté. C'est quoi la souveraineté en général sous le capitalisme, que ce soit la souveraineté du Québec ou la souveraineté du Canada rendu là. Mais je pense que c'est ça qui arrive quand tu adoptes t'adoptes une perspective nationaliste à la place d'une perspective de lutte révolutionnaire contre l'oppression nationale. T'en viens à adopter un point de vue étroit, le petit point de vue étroit de la petite bourgeoisie québécoise qui est toute faible puis qui doit se réfugier derrière les pattes du capitalisme canadien puis du capitalisme américain. Ça devient une petite perspective mesquine et absolument... PSPP en vient à ramper derrière l'impérialisme américain, essentiellement. Ouais, mais aussi, c'est des... les faits parlent plus fort que les paroles, parce que l'économie au Québec, c'est la même dynamique que le reste du Canada vis-à-vis de la Chine. Je regardais les chiffres, puis les exportations de marchandises du Québec ont augmenté de manière très très forte, tant pour l'Union européenne que pour la Chine. L'année passée, ça a été un bond de 25,9% pour l'Union européenne et 28,7% pour la Chine. Puis ça dit aussi, de janvier à juin 2025, les exportations en Chine par les entreprises québécoises ont été de 2,3 milliards. Puis la même période en 2024, c'est 1,8 milliard. Donc il y a inexorablement une montée des exportations vers la Chine, du commerce avec la Chine. Puis c'est logique d'un point de vue capitaliste, mais c'est intéressant de voir le PQ jeter ses cartes, puis dire... Puis on parle du PQ aussi, c'est pas pour rien, c'est-à-dire le PQ est pas au pouvoir. La CAQ dit rien en ce moment. Un gouvernement en déroute. Les libéraux ont pas de chef, ils ont rien à dire. QS dit pas grand-chose sur ce genre d'enjeu-là. Donc le PQ, ils savent, là, c'est le gouvernement en attente. Ils parlent de faire un pays, donc ils doivent commenter sur ces trucs-là. Mais leurs commentaires sont très révélateurs. Puis je pense que t'as marqué un point
très important là-dessus, c'est la différence entre le nationalisme puis la véritable libération nationale, en fait, qui serait de libérer le Québec des chaînes du capitalisme lui-même, en fait, canadien, américain et québécois aussi. T'sais. Non, puis juste pour... qu'est-ce qu'on veut dire par là? Parce qu'on reste dans le Canada où que le Québec soit indépendant, je pense que le résultat va être le même. Si on regarde, c'est quoi la perspective en ce moment? La perspective, c'est que le Canada, le Québec, soit à genoux devant les États-Unis. Trump est assez clair dans ce qu'il veut. Il veut que le Canada contribue beaucoup plus à la défense de l'Arctique. Donc, il va demander des dépenses militaires massives de la part du Canada. Tout ça, ça va être quoi? Ça va être payé avec avec de l'austérité essentiellement. Ça va être payé par les contribuables. Ça va signifier des coupes dans les services sociaux. Ça va signifier, c'est ça, des attaques sur les travailleurs de la fonction publique. Ça va signifier une dégradation des conditions des travailleurs. Puis, mais Trump va demander aussi une ouverture du marché canadien, donc des attaques sur des choses comme potentiellement la gestion de l'offre. La gestion de l'offre, par exemple. Donc, ça va être des attaques sur les fermiers québécois. Ça va être l'arrivée du lait de mauvaise qualité des États-Unis sur les tablettes du Québec. Ça va être donc toutes sortes puis potentiellement, même éventuellement, si on regarde un peu plus loin que le bout de notre nez, là, ce que ça veut dire aussi potentiellement l'ouverture du système de santé au marché américain éventuellement. Parce que ce qu'il va demander, c'est que le Canada s'agenouille complètement puis ouvre son marché, tout son marché, puis fasse des privatisations, tout ça, pour favoriser le marché américain. Et donc, et si on écoute ce que PSPP est en train de dire, il est en train de dire « Oui, monsieur, on va s'agenouiller, nous aussi, si on est indépendant. » Ouais, puis le point, c'est que, oui, PSPP dit on parlerait de notre propre voix, on n'aurait pas fait ce que Mark Carney aurait fait, mais l'alternative, la solution de rechange, c'est s'agenouiller devant les Américains. Mais PSPP s'en cache pas, il dit nos objectifs économiques militaires doivent être alignés avec les États-Unis. Donc, tu as raison, un Québec indépendant se ferait aussi demander d'augmenter sa part du PIB qui va aux dépenses militaires. Ce serait la même logique. Donc, le point, c'est le système capitaliste lui-même qui est à la source de l'exploitation, de l'oppression, puis c'est à ça qu'il faut s'attaquer. Mais on a parlé un peu de souveraineté, puis ça m'a fait penser que là, ce serait un bon moment d'aborder ce fameux discours de Mark Carney à Davos, en fait. Ça, c'était ce mardi 20 janvier. Un discours, franchement, extraordinaire. Je sais pas quel autre mot utiliser parce que, puis c'est de plus en plus reconnu dans les médias, c'est un des discours les plus importants d'un premier ministre canadien depuis les années 40-50. C'est reconnu comme un discours, un tournant. Puis ça l'est. Parce que... Mais pas pour les mêmes raisons. Nous, on le trouve qui est important, pas pour les mêmes raisons que les journaux. Exactement. Mais je pense que c'est important d'en parler puis de citer un peu ce discours-là, en fait. D'expliquer ce qui s'y trouve. Bref, donc c'est le forum économique à Davos qui a lieu à chaque année où les riches et puissants de la Terre se réunissent pour parler de la gestion de leur système. Puis oui, Mark Carney a ouvert son discours en parlant du fait que il dit « Je parlerai aujourd'hui de la rupture de l'ordre mondial. » Il dit de la fin d'une fiction agréable et du début d'une réalité brutale où la géopolitique des grandes puissances n'est soumise à aucune contrainte. Donc on a Mark Carney qui admet que l'ordre mondial s'effondre. Mais pas juste ça. Il va beaucoup plus loin, puis il est d'une honnêteté déconcertante. Il dit... Donc, il dit que nous savions que l'histoire de l'ordre international fondée sur les règles était en partie fausse, que les puissants y dérogeaient lorsque ça leur convenait, que les règles entourant les échanges commerciaux étaient appliquées de manière asymétrique et que le droit international était appliqué avec plus ou moins de rigueur selon l'identité de l'accusé ou de la victime. Et écoute ça, c'est pas rien que ça. Cette fiction était utile. Nous avons participé au rituel, nous avons généralement éviter de signaler les écarts entre la rhétorique et la réalité. Ce compromis ne fonctionne plus. Nous sommes en pleine rupture. C'est incroyable, parce qu'il admet l'hypocrisie
du libéralisme, Mhm. de l'establishment en Occident depuis 80 ans. En Ouais. fait. Puis toi, t'en sais quelque chose? Je sais que tu étudies le droit international en ce moment là, pour une des présentations de l'école marxiste Mhm. d'hiver de Montréal qui va être dans un mois. T'en sais quelque chose sur la fondation de ces institutions internationales-là, l'ONU et tout ça? Peut-être que tu peux nous en parler, mais c'est intéressant de voir Carney admettre que cet ordre-là est en train de s'effondrer. Tout le monde le savait, mais je pense que personne ne l'avait encore admis avec autant d'honnêteté, ou du moins, il n'y a pas de dirigeant occidental qui l'avait dit dans ces mots-là. Mais Carney nous rend un service, là. Il expose l'hypocrisie puante de tout ce monde-là. À chaque fois qu'il parle de droit international, il dit « Oh, ouais, on savait que ça s'appliquait pas de la même façon à tout le monde. » C'est vraiment renversant après ça. Puis, mais aussi, pas plus tard qu'il y a 2 semaines, il parlait de droit international autour du Venezuela. C'était de la foutaise. C'est ça qu'il vient de dire, en fait. Ouais. C'est intéressant parce que le terme ordre mondial basé sur des règles, c'est un terme qui est en fait assez récent. Hein. C'est quelque chose qu'ils ont commencé qui a explosé dans les discours il y a quelques années. Puis on a vraiment commencé à en parler à partir des années 2010, quand c'est Clinton qui a commencé à dire ça dans ses discours. Je savais pas. Comme, je me demandais justement l'autre jour d'où ça sort ce terme-là. Bill Clinton. Intéressant. Non, pas Bill Clinton. Hillary Clinton. Excuse-moi, mon Dieu. Puis ça vient de critiques qu'elle a commencé à adresser à qui? À la Chine. Ils ont commencé à dire « il y a un pays qui respecte pas les règles internationales, tout ça. » C'est quand la Chine a commencé à monter en puissance, puis ils cherchaient un marteau pour lequel taper sur leur tête, qui ont commencé à parler d'un ordre mondial, un supposé ordre mondial basé sur des règles qui serait en train d'être démonté. Ils parlaient pas d'ordre mondial basé sur des règles qui est en train d'être démonté quand les États-Unis ont envahi l'Afghanistan ou l'Irak, par exemple. Mais non, les règles de qui? C'est ça, élaborées par qui? Les règles de qui, c'est ça. Puis, généralement, dans la bouche des libéraux, ils veulent dire les règles établies par l'ONU, les règles du droit international, qui émergent après la Deuxième Guerre mondiale. Mais puis on entend beaucoup de gens sur la gauche, ces temps-ci en particulier, qui pleurent la mort de l'ordre international basé sur des règles, qui se plaignent des violations du droit international, qui disent qu'il faudrait qu'on respecte le droit international, tout ça, ou qui appellent même à l'ONU à intervenir. Mais je pense que c'est se fourvoyer, en fait, c'est maintenir cette fiction agréable que Carney a parlé. Puis, si tu regardes réellement comment ces institutions-là sont nées, sont pas nées d'une volonté altruiste de faire la paix dans le monde, puis tout ça. Non, l'idée de l'ONU est née essentiellement dans le département d'État américain, au début de la Deuxième Guerre mondiale, quand les États-Unis voyaient qu'ils étaient en train de devenir la guerre allait finir, puis ça allait être eux la principale puissance mondiale. Ils le savaient déjà en 1941. Puis ils commencent à dire, OK, on va établir une force de police internationale avec la Grande-Bretagne. On va faire une police des mers qui va contrôler les mers. Puis Roosevelt avait même envisageait même de désarmer le reste des pays du monde, de juste garder, de dire on va faire un plan de désarmement de tous les pays à part le Royaume-Uni et l'URSS. Parce je ne savais pas ça. Il ne pouvait pas désarmer l'URSS. C'est ça. mais désarmer tout le reste du monde. Finalement, il y a des conseillers qui lui ont dit « Ouais, mais on ne peut pas faire ça, ça va avoir l'air trop impérialiste. » C'est le terme utilisé, ça va avoir des connotations impérialistes. Alors, on a besoin de voiler ça dans une espèce des apparats un peu qui vont cacher la vérité. Fait que c'est là qu'ils se disent, OK, il y avait déjà la Société des Nations qui était disparue. Puis là, ils disent, on va refaire un peu comme la Société des Nations, mais on va se garder le contrôle dessus. Puis c'est ça l'idée du Conseil de sécurité de l'ONU. Qui a un veto. Qui a un veto sur tout. Fait que l'ONU, c'est le Conseil de sécurité de l'ONU. C'est les 5 plus grandes puissances mondiales qui décident tout. Puis le reste...
l'Assemblée générale, c'était volontairement dans les mots de l'architecte de la charte de l'ONU qui s'appelle Sumner Wells. Et il disait, ça va être il dit en anglais, a sop. Ça veut dire un petit bonbon pour les petits pays. Fait que, puis Roosevelt avait dit ça va être pour leur laisser blow off steam, pour leur laisser se défouler un petit peu. Ouais, c'est ça. Fait que c'est dans leur pensée, déjà, l'ONU, c'était juste, on réunit les 5 plus grandes puissances mondiales. C'est une manière de voiler notre domination impérialiste sur le monde, puis de la justifier, de mettre des apparats autour pour essayer d'en cacher la vérité de notre domination, tu sais. Puis après ça, l'architecture de droit international qui a été créée dessus, autour de ça, il faut comprendre le droit international. Pour la seule manière que le droit international peut être appliqué, c'est si les deux parties sont consentantes. Un pays qui refuse que le droit international s'applique à lui, refuse. Alors, c'est ça que Carney il dit dans son speech, dans le truc que tu as lu. Il dit le droit international s'appliquait aux puissances seulement quand ils voulaient. Puis c'est ça la nature du droit international. Puis pour terminer, il y a un... En fait, non, je vais pas finir là-dessus. Il y a un autre truc que je veux dire. Il y a je pense un prof de droit international qui disait que le droit international, c'est à la lutte comme le WWE est à la lutte professionnelle. Le droit international est au droit, c'est que le WWE est à la lutte. Ouais. C'est complètement fake. C'est complètement fake. Puis si tu vois, en réalité, c'est quoi pour la question de, tu sais, les gens qui appellent aux Nations Unies d'intervenir, tout ça, pour comprendre, ça a été quoi l'action des Nations Unies puis des gardiens de la paix dans l'histoire? Ça a été, par exemple, la guerre de Corée, donc une guerre dans laquelle les États-Unis ont essayé d'imposer un dictateur qui était à leur botte en 1960. Ça a été une opération de l'ONU. L'assassinat de Patrice Lumumba au Congo. Donc, Patrice Lumumba, qui est le premier président élu du Congo, qui a participé à la décolonisation du Congo de la Belgique, a été assassiné par les forces de sécurité, les services secrets belges et américains, avec la complicité de l'ONU. Les gardiens de la paix de l'ONU ont participé à cette opération-là. Ou encore, on peut parler du coup d'État contre Aristide. La destruction d'Haïti en général, sous la supervision de l'ONU. Les casques bleus de l'ONU qui étaient là pour réprimer la population qui demandait le retour d'Aristide. Oui, puis il y a eu des scandales épouvantables, des scandales sexuels, d'exploitation. Ils ont répandu le choléra. C'était l'horreur. C'est affreux. Ouais. Fait que c'est ça l'ONU. Fait que là, on appelle aux gardiens de la paix de l'ONU d'intervenir. C'est absurde. Les gardiens de la paix de l'ONU, c'est des forces de sécurité au service des puissances impérialistes. Non, puis je pense que ça peut être utile de mentionner que les actions, par exemple, des États-Unis au Venezuela, c'est une violation évidente du droit international. Mais je pense que c'est pas la job de la gauche, du mouvement ouvrier, des partis qui se réclament du mouvement ouvrier ou de la gauche de défendre le droit international, qui a toujours été le droit du plus fort. Et selon Carney lui-même, les plus forts s'en sortaient toujours de toute façon. On devrait pas pleurer Carney dit ça lui-même, il faut pas pleurer le départ de cet ordre mondial-là. Mais les communistes, la gauche, on devrait pas, et les travailleurs devraient pas pleurer ça non plus. Puis on peut pas avoir d'illusion dans le droit international, encore moins qu'avant, quand eux-mêmes admettent que c'était une fiction agréable. Les mots sont incroyables, c'est vraiment fou. Mais il y a autre chose qu'il dit, Carney, il dit, c'est relié, là, il dit, les grandes puissances peuvent se permettre d'agir seules. La taille de leur marché, leur capacité militaire et leur pouvoir leur permettent d'imposer leurs conditions. Ce n'est pas le cas des puissances moyennes. Il parle de lui, mais du Canada. Lorsque nous ne négocions qu'au niveau bilatéral avec une puissance hégémonique, nous négocions en position de faiblesse. Nous acceptons ce qui nous est proposé. Nous nous faisons concurrence pour être les plus accommodants. Ce n'est pas de la souveraineté. C'est faire semblant d'être souverain tout en acceptant la subordination. C'est incroyable. Il admet que la souveraineté du Canada, depuis des décennies, était une fiction. C'était d'accepter
ce que les Américains nous demandent. Puis ça a marché pendant un temps. Ouais. C'était gagnant-gagnant, si on veut. Mais c'est incroyablement révélateur. Il est en train de dire que, à part si t'es une puissance hégémonique, comme il dit, ta souveraineté n'est pas vraiment réelle. Après ça, il va dire évidemment, la possibilité dans ce cas-ci, c'est si les puissances moyennes se mettent ensemble, diversifier notre commerce et tout ça, puis ça va permettre de créer un peu plus de souveraineté, mais honnêtement, bonne chance avec ça. Ouais, ça. Je pense que là-dessus, il s'illusionne un petit peu, là. Il se met un doigt dans l'œil. Ouais, le discours est comme encore une fois, un mélange d'honnêteté et de naïveté, de naïveté délibérée. C'est-à-dire, l'ordre mondial s'effondre, on vit dans un monde où les grandes puissances imposent leur volonté. C'était toujours comme ça, d'ailleurs, comme tu l'as bien expliqué. Mais après ça, il dépeint le Canada comme le meilleur pays du monde, on va s'en sortir, on a des valeurs et tout ça. Puis ça aussi, c'est complètement faux, en fait. Ce que ce discours-là masque, c'est le rôle du Canada dans cet ordre mondial-là. Le Canada en Haïti a participé pleinement au coup d'État de 2004. Le Canada n'a pas de quoi se vanter de son rôle sous cet ordre mondial basé sur la domination des États-Unis. T'sais. Non, c'est ça. C'est seulement maintenant que cet ordre mondial-là est plus à leur avantage. Mais c'est maintenant que les États-Unis commencent à se dire que le Canada est un petit peu comment dire, prend avantage des États-Unis et est un profiteux, tu sais. Que là, soudainement, ils disent « Ah ouais, si tu nous mets pas dans ton... si tu nous insères pas dans ton plan d'exploitation des pays pauvres, puis que tu nous demandes de payer plus pour participer au vol puis à l'exploitation du tiers-monde, dans ce cas-là, on va le dire ouvertement que c'est une rapine puis c'est une arnaque, ton affaire. C'est incroyable, là. Ouais, non, absolument. Puis, ce qui était intéressant aussi, c'était la réaction de Donald Trump ce matin. Il a fait, juste avant qu'on commence à enregistrer l'épisode, il a fait son discours à Davos qui était assez Trumpesque. Ouais. Toutes sortes de parenthèses sur ci et ça, mais ce qu'il a dit du Canada est intéressant aussi. Il dit qu'il a pas quelque chose comme il n'a pas vraiment apprécié ce que Mark Carney a dit. Puis il l'a appelé par son nom, il dit je vais essayer de trouver la citation quelque part, mais oui, c'est ça. Le Canada vit grâce aux États-Unis. Souvenez-vous-en, Mark, la prochaine fois que vous ferez vos déclarations. Fait que c'est typique de Trump, mais cette déclaration-là contient quelque chose. Parce que, OK, Carney a déclaré son intention c'est-à-dire, a déclaré que l'ordre mondial basé sur les règles est fini, ne marche pas. Puis il faut arrêter. Il dit la nostalgie, c'est pas une stratégie. Puis ça explique, encore une fois, pour le répéter, ses actions d'un certain rapprochement avec la Chine, sa visite au Qatar et tout ça. Donc ça, c'est son intention d'être moins soumis aux États-Unis. La grande question, c'est est-ce que la réalité va correspondre aux intentions? Tu l'as dit tantôt, le Canada est intégré à l'économie américaine. Il ne peut pas raisonnablement, ou du moins pas à court délai, se sortir de cette intégration-là. 75% des exportations canadiennes vont aux États-Unis, puis c'est une relation asymétrique, parce que les États-Unis ne sont pas aussi dépendants du Canada que le Canada l'est des États-Unis. Fait que c'est une chose de dire j'ai l'intention de faire des deals avec tout le monde, mais après ça, quelles vont être les conséquences sur la relation avec les États-Unis? Puis les États-Unis, c'est quoi qu'il avait dit Trump à Zelensky? We hold all the cards. On a toutes les cartes dans notre jeu. Puis c'est vrai. Puis ils peuvent imposer énormément de souffrance économique au Canada si le Canada fait pas ce que Trump désire. Donc c'est assez difficile et pas particulièrement utile de prédire exactement ce qui va se passer, mais les données du problème n'ont pas changé. C'est-à-dire la domination, l'attrait, la force d'attraction économique des États-Unis sur le Canada, elle est inchangée, puis elle va continuer de marquer l'économie canadienne et donc les décisions du gouvernement fédéral et des gouvernements provinciaux aussi. Puis l'autre aspect, c'est que, on a dit que le Canada, c'est une puissance impérialiste qui profite un petit peu de la puissance américaine. Donc, on a toute une série
de position impérialiste du Canada, de la France, de l'Angleterre, tout ça, à travers le monde, que ce soit par exemple les mines canadiennes en Amérique du Sud, tout ça, Afrique aussi. En Afrique, donc ils sont en train de se faire tasser, mais c'est une autre question. Mais tout ça, ça dépend d'une certaine puissance militaire. C'est parce qu'il y a toute une architecture militaire qui existe de l'OTAN, les alliances militaire entre le Canada, les États-Unis, la France, tout ça. Une architecture d'espionnage avec l'alliance Five Eyes. Mais tout ça, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est massivement dépendant de technologie puis de capacités américaines. Pour donner un exemple, les seuls qui sont capables de produire des capacités de ravitaillement d'hélicoptères en plein vol, c'est les États-Unis. Alors, ceux qui possèdent les logiciels qui permettent de mettre à jour les fameux F-35 que le Canada est en train d'acheter aux États-Unis, ben, c'est les États-Unis. Il y a toute une série de processus, d'outils qui sont nécessaires à l'architecture militaire qui sert à imposer l'impérialisme des Canadiens notamment, qui est entre les mains des Canadiens, des Américains. Puis s'ils décident que les Canadiens en ont plus, bien soudainement, il n'y a plus d'hélicoptères canadiens qui volent, il n'y a plus de plein de technologies militaires des Canadiens, des Français, des Anglais qui disparaissent. T'sais. Alors, l'impérialisme canadien, sa présence à travers le monde est partiellement dépendante de l'impérialisme américain. Oui, absolument. Puis je pense que ça nous amène vers la fin de l'épisode, parce qu'on a parlé de beaucoup de trucs, mais évidemment, notre podcast s'appelle Parti pris. On prend le parti des travailleurs, puis je pense qu'il faut élaborer un peu sur qu'est-ce que tout ça veut dire du point de vue de la classe ouvrière. Puis ça va être quoi, c'est quoi les répercussions de tout ça sur la vie des gens du monde ordinaire, t'sais. Parce que ça peut avoir l'air lointain, le speech de Carney à Davos et tout ça, qu'est-ce que ça a à voir avec nous? Mais je pense que beaucoup de monde réalise que ça a quelque chose à voir avec nous. Mais qu'est-ce que ça va vouloir dire tout ça pour les travailleurs? Puis quelle position on devrait prendre, en fait? Je pense qu'il faut revenir aux points fondamentaux. Puis ça fait longtemps qu'on en parle. Et il y a Jean Charest, il disait dans 20 ans, on va remercier Trump. Ce qu'il voulait dire par là, c'est que c'était un wake-up call, dans un sens de le Canada a été pendant trop longtemps dépendant des États-Unis. Il faut renforcer notre industrie au Canada, renforcer notre poids au point de vue des dépenses militaires. Puis c'est ça qu'on a besoin. Mais là, il y a une première chose à dire, c'est-à-dire renforcer augmenter les dépenses militaires du Canada. Ça, c'est une des conséquences très concrètes, immédiates, de ce nouvel ordre mondial qui est en train d'émerger. Puis qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire, il faut que cet argent-là vienne de quelque part. Puis ça, l'augmentation massive des dépenses militaires qui est prévue par Carney, ils veulent atteindre 5% du PIB, ils sont même pas à 2%. C'est des dizaines et des dizaines de milliards de dollars de plus qui vont aller dans des tanks, des drones, des soldats, pour rien faire dans une usine, dans un entrepôt ou tuer du monde. Ouais. Tout cet argent-là ira pas dans les programmes sociaux, dans les transferts aux provinces, dans ce que tu voudras. Il y a déjà le premier budget Carney de cet automne annonçait déjà des coupes. Pas des coupes absolument drastiques, mais des coupes néanmoins. C'est ça que ça va vouloir dire, en fait, ce monde multipolaire où il faut que le Canada défende ses intérêts par rapport aux États-Unis. Sous le capitalisme, ça veut dire une énorme augmentation des dépenses militaires et coupées ailleurs. Donc ça, c'est une première conséquence extrêmement importante sur la classe ouvrière. Puis à un moment donné, ça va apparaître. C'est pas encore arrivé. Il n'y a pas encore eu une augmentation des dépenses militaires, mais quand ça va faire... oui, tu as raison, il y en a eu une, mais c'est-à-dire que la relation entre ça et des coupes n'a pas encore été clairement exposée. Ouais. Puis quand ça va venir, ça va avoir des conséquences sur la lutte de classe, sur la conscience. Ça, c'est, je pense, une des premières conséquences de tout ça. Il y a un autre truc qu'on peut dire, c'est, je pense, qui est notable, puis qu'on est déjà en train de voir, c'est le fait que les États-Unis sont en train de... La guerre commerciale menée par les États-Unis contre le Canada, le fait qu'ils veulent rapatrier la production manufacturière, puis pas juste la production manufacturière, ils parlent même de rapatrier l'industrie
de l'acier, du bois d'œuvre, mais c'est déjà en train de causer des pertes d'emplois importantes au Canada, particulièrement dans le secteur automobile en Ontario, mais pas juste ça, le bois d'œuvre en Colombie-Britannique est en train de souffrir. Ouais, François Legault parlait de dizaines de milliers d'emplois qui pourraient disparaître au Québec dans le bois, dans l'industrie du bois. Dans le bois, puis dans l'acier aussi, je pense l'acier et l'aluminium québécois qui est en train de souffrir aussi. Ça va être des emplois ici. Donc, c'est pas... c'est ça, on parle pas dans l'abstrait ici. En fait, ça a déjà même commencé, tu sais. Puis l'autre point, c'est les négociations donc ces négociations-là avec les États-Unis, avec le Mexique qui se préparent, puis les demandes qui vont être faites qui vont être faites sur le Canada. Bon, c'est ça, on a déjà dit que la guerre commerciale américaine est en train d'affecter des industries, mais ce qui pourrait se passer aussi, c'est qu'il y a des concessions qui soient faites, puis on peut regarder des exemples historiques de quoi ça a eu lieu, de quoi ça a eu l'air par le passé. On n'a pas à regarder bien loin, on peut regarder juste l'ALENA, l'effet que l'ALENA a eu sur... Ben, dans ce cas-ci, on peut regarder l'effet sur le Mexique, où est-ce que c'est l'industrie agricole mexicaine qui a été ravagée par l'ALENA. Les États-Unis qui ont protégé leur industrie, qui ont imposé plein de produits agricoles extrêmement peu chers sur le Mexique, ce qui a fait que c'est des millions de gens qui ont été délocalisés, qui ont été ruinés, qui sont retrouvés à essayer de chercher des emplois dans les maquiladoras du Mexique. Ça a été vraiment la ruine économique pour plein de gens, l'accord de libre-échange. Ouais. Puis des emplois syndiqués qui sont disparus aux États-Unis et au Canada aussi, au profit d'emplois moins bien payés ailleurs. Exact. Fait que on est en train on parle de perspective ici, mais on ne sait pas exactement ce qui va se passer. Mais il faut regarder, il faut suivre ces développements-là parce que c'est quelque chose qui risque d'affecter gravement la classe ouvrière ici. Puis un autre aspect aussi, c'est l'impact sur la politique intérieure au Canada. C'est-à-dire, là, il parle de nécessité absolue de construire un nouvel oléoduc pour augmenter la possibilité de faire sortir le pétrole albertain, l'amener sur les marchés et tout ça. Puis ça va amener l'État canadien en conflit direct avec des peuples autochtones qui veulent pas d'oléoduc sur leur terre. Il parle aussi en Colombie-Britannique de retirer l'interdiction sur les pétroliers. Dans une partie de la Colombie-Britannique, il y a un moratoire, c'est-à-dire on peut pas... Les eaux sont très difficilement navigables aussi. Là. Il y a un gros danger de déversement. Puis là, il parle d'enlever ça, en fait, pour amener un oléoduc puis faire sortir le pétrole sur la côte ouest. Donc ça va amener nécessairement, s'ils vont de l'avant, des conflits avec les peuples autochtones. C'est la même chose en Ontario, avec ce qu'ils appellent le Ring of Fire, c'est-à-dire une région très riche en minerais, où vivent des peuples autochtones. Puis il y a un conflit en préparation là aussi. Fait que ça aussi pourrait être un point de lutte important au Canada. Puis, c'est ce qu'on a mentionné aussi, les conflits interprovinciaux. Aussi, la Saskatchewan qui veut que les tarifs chinois sur le canola soient enlevés, ce qui a été fait. Mais l'Ontario qui veut protéger son industrie de véhicules électriques naissante ou à peine naissante. Ça va amener aussi de plus en plus de friction au sein de la Confédération canadienne. Mais je pense que du point de vue des travailleurs, il faut aussi se demander... qu'est-ce qu'on a à gagner dans ce conflit-là, le grand conflit entre la Chine et les États-Unis? On n'a pas ni à être à la botte de l'impérialisme américain, ni à se vendre à bas prix à d'autres puissances aussi. Puis je pense que ce que tout ça illustre, c'est ultimement l'absurdité du système capitaliste. On est dans une époque d'énormes turbulences, ça, je pense que tout le monde le reconnaît. Puis d'ailleurs, Mark Carney, dans son discours, il disait... Il y avait une ligne intéressante, il dit « Soyons réalistes quant aux conséquences de cette situation. Un monde cloisonné sera plus pauvre, plus fragile et moins durable. Il admet qu'on va être plus pauvre. Puis c'est ça aussi, ça revient à ce qu'on disait tantôt sur le protectionnisme. Ça va rendre tout le monde plus pauvre. Tout le monde, c'est-à-dire tous les travailleurs plus pauvres. Donc c'est ça l'absurdité
de notre système. Puis tu mentionnais aussi l'impact de l'ALENA au Mexique. Ce qui manque cruellement aussi à tout ce tapage sur Trump, sur la Chine et tout ça, c'est une vraie perspective internationaliste. Parce qu'il n'y en a pas de solution dans les limites du Québec ou du Canada. La solution, c'est de renverser ce système-là où une couple de puissances peuvent faire ce qu'elles veulent, imposer leur volonté au reste, puis où le reste du monde est supposé dire oui monsieur, pardon mon oncle, puis suivre les États-Unis, la Chine ou une autre puissance. C'est un système irrationnel qui monte les travailleurs les uns contre les autres, monte les nations les unes contre les autres, puis qui doit être renversé ultimement. Puis c'est ça la perspective qu'on doit défendre dans le mouvement, c'est-à-dire de renverser ce système-là, de remplacer les fermetures d'usines, les augmentations de budget militaire par une économie contrôlée démocratiquement, où on planifie rationnellement l'utilisation des ressources pour élever le niveau de vie de tout le monde. Au lieu d'accepter, soyons réalistes, on va devenir plus pauvre. Nous, en tant que communistes, on n'accepte pas cette réalité-là. On n'accepte pas que c'est inévitable qu'on va devenir plus pauvre et que le monde va être plus turbulent. Non, il faut renverser ce système-là, ultimement. Ouais. Puis je pense que il faut comprendre que la raison pour laquelle on est en train d'assister à toutes ces turbulences sur la scène mondiale, c'est un produit de la crise du capitalisme. C'est un système qui est en train de mourir, qui est mourant, puis c'est comme un corps mourant qui est plein de convulsions. Ça me fait penser à la fameuse citation de Gramsci qui disait que le système se meurt et le nouveau monde tarde à naître. Tarde à naître, c'est ça. Et dans l'entre-deux, les monstres émergent, quelque chose comme ça. Puis c'est les turbulences, c'est ça, d'un monstre d'un avion qui est en train de cracher essentiellement. Puis parce que on a essentiellement que la crise économique fait que les parts de tarte diminuent. Puis puis les grandes puissances se battent pour ces parts de tarte, pour des miettes. C'est comme des rats dans une cage qui se battent pour les petites miettes qu'ils ont. Fait que c'est ça qui fait que chacun est en train d'essayer de se battre pour des parts de marché, pour des ressources naturelles, pour des sphères d'influence, de la main-d'œuvre bon marché, tout ça. Ça fait en sorte que chaque pays est en train de se battre encore plus fort. Ça fait en sorte que chaque pays impose des tarifs pour essayer de protéger son industrie. Puis, ça fait aussi que chaque pays est dans une situation intérieure déstabilisée, instable. Si on regarde à travers le monde, la situation, par exemple, en Europe, où est-ce que... c'est pas juste en Europe, c'est un peu partout. Les institutions sont détestées. Il y a une méfiance envers la police, envers le Parlement, envers les médias. Les gens rejettent organiquement le système, mais ils ne savent pas vers quoi se tourner. Et ça fait en sorte que la situation intérieure est extrêmement instable, puis les gouvernements cherchent à stabiliser leur situation par d'autres moyens, que ce soit à coup d'une petite guerre ici et là, ou que ce soit en vampirisant un autre pays d'une certaine façon. Il n'y a jamais eu autant de conflits armés qu'en ce moment depuis la Deuxième Guerre mondiale. Oui, c'est ça. 2024 a été l'année où est-ce qu'on a eu le plus depuis la Deuxième Guerre mondiale. Et donc, je pense que ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est ça la nouvelle réalité. L'ancien monde est mort. Là. On est dans une période de guerre, d'instabilité, d'agression impérialiste. Mais aussi une période où est-ce qu'on va voir des révolutions, des mouvements de masse. L'an dernier, on a eu une série de mouvements de masse qui ont frappé au Népal, en Indonésie. Juste au début de l'année, on a eu le mouvement en Iran. Les gens cherchent des solutions, cherchent une façon de sortir de ce système qui nous étouffe, qui est incapable de développer au bout du compte, de quelle crise on parle? On parle d'une crise, d'un système qui est incapable de développer les forces productives. C'était Karl Marx qui disait qu'un système qui est incapable de développer les forces productives est voué à mourir, à disparaître essentiellement, que ce soit par une révolution ou par la barbarie absolue. Ouais, puis je pense que c'est ça le rôle, c'est ça la tâche de notre époque, en fait. Dans cette époque de turbulence, de crise économique, de conflits interimpérialistes, puis d'appauvrissement,
ben, il faut proposer une solution, en fait. Il faut proposer quelque chose d'autre. Puis il y a beaucoup de gens qui peuvent peut-être se sentir impuissants devant tout ça. C'est des événements qui nous dépassent. Ils nous dépassent pas si on s'organise puis qu'on propose une alternative. Puis c'est ça que nous, on fait au Parti communiste révolutionnaire, proposer ouvertement ben, une révolution qui renverse tout cet édifice-là puis qui remplace une société irrationnelle, conflictuelle par une économie harmonieuse qui fonctionne pour les besoins des gens au lieu des profits d'une couple de banques canadiennes, de minières canadiennes ou de banques américaines, etc., etc. Donc, c'est pour ça qu'on se bat. Puis, j'espère que c'est quelque chose qui vous parle. Donc, on a eu 3 semaines très, très, très folles pour commencer l'année. Mais c'est ça la nature de notre époque. Puis, au podcast Parti pris, on va continuer d'analyser ces développements-là au fur et à mesure qu'ils surviennent. Donc, j'espère qu'on va se retrouver très bientôt pour un prochain épisode du podcast. J'espère aussi vous voir en personne à la prochaine édition de l'École marxiste d'hiver de Montréal, qui aura lieu les 13, 14 et 15 février prochains. C'est un événement annuel organisé par le PCR. On a déjà presque 500 inscrits, donc on a une dizaine de présentations sur des sujets tous reliés de près ou de loin au thème « Réforme ou révolution », un thème qui est d'une actualité extrême dans le monde turbulent dans lequel on vit aujourd'hui. Donc, manquez pas ça, vous pouvez aller vous inscrire à marxiste.qc.ca/école et j'espère vous y voir.